Un site web, c'est votre maison, en fait. C'est toi, t'es propriétaire. Alors, évidemment, tu réserves ton domaine et ton hébergement, mais c'est toi qui mets ce que tu veux sur ton site web. Les réseaux sociaux, c'est complémentaire pour moi. Personne d'autre que toi-même sait s'il va fonctionner, en fait. Donc, teste, lance. Alors, il faut être un peu patient. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on accueille Déborah Donnier qui est cliente chez l'expertcomptable.com depuis 5 ans. Et on va parler un petit peu de son parcours. Déborah, tu t'es lancée il y a 15 ans dans le freelancing et tu accompagnes tes clients dans leur stratégie web. Tu es multicasquette. J'ai vu que tu faisais des formations, que tu accompagnais tes clients, que tu avais une chaîne YouTube, que tu avais un podcast. Donc on va pouvoir parler un petit peu de tous tes projets. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis ravie également, surtout de contribuer à des partenaires qui me suivent. Je les suis, on les accompagne, on s'accompagne. Donc, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup d'être là. Peut-être que tu peux commencer par te présenter avant qu'on parle un petit peu de ton parcours. C'est toujours une question pas facile parce que se présenter, des fois, le parcours est très long. Dans mon cas, 15 ans d'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression, mais on peut avoir une sorte de vertige sur toutes ces années. J'ai démarré en 2009 comme une évidence dans l'entrepreneuriat. Premier point, c'est que c'était le début des auto-entreprises. Ça faisait quelques semaines que le statut existait à l'époque de Sarkozy. Du coup, mon père, entrepreneur de toute sa vie, m'a dit vas-y, lance-toi, pourquoi pas toi, dans un milieu de la tech et du web. Comme j'aimais développer des sites, j'avais fait plusieurs sites personnellement et aussi pour ma radio locale, je me suis dit pourquoi pas accompagner mes clients, surtout que le modèle salarié ne me convenait pas. J'ai testé 4 jours, pour moi c'était une évidence que c'était pas fait pour moi, c'est fait pour plein de personnes mais pas pour moi. Et puis en parallèle j'avais une santé un peu compliquée qui faisait que du jour au lendemain je pouvais me mettre un peu au repos. Donc dans un modèle salarial, je pense que j'aurais été virée au bout de quelques semaines. Donc je me lance en 2009, c'était l'époque où la femme chef d'entreprise, c'était encore plus rare que maintenant, encore plus dans le domaine du web. Pour la petite anecdote, j'aime bien la dire, quand j'ai créé mon auto-entreprise, j'ai déposé mon dossier, je suis arrivée en Converse à paillettes et en fait, il y avait que des cinquantenaires, alors j'avais une vingtaine d'années et là, ils m'ont pris pour la stagiaire. Je me suis dit, ok, le parcours va être compliqué, va être difficile, mais je vais y aller, je vais tenter. De toute façon, au moins, je rate, j'aurais tenté. Et ça a toujours été mon mindset depuis très jeune. Ma grand-mère m'accompagnait aussi dans cet état d'esprit. Mes parents m'avaient montré le chemin entrepreneurial. Donc, pour moi, c'était une évidence. Donc, je crée des designs, donc entreprise, micro-entreprise dans le développement de sites web, spécialisé WordPress. Pourquoi ? Parce qu'au début, je crée des sites à la mano. Je me rends compte que c'est vite très long à développer un back-office, que ça fait très cher à vendre. Et c'est surtout que les clients n'ont pas 15 000 € de budget pour développer un site et une stratégie qui va autour. Si on se replonge à l'époque, WordPress est tout récent. Facebook est en bêta-test, il n'y a pas d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas LinkedIn, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Snap, il n'y a rien de tout ça. Donc, faire un site, c'est vraiment la base de la communication d'une entreprise ou d'un entrepreneur en ligne. Donc, du coup, je décide de me former à WordPress parce que je maîtrisais déjà le code, donc ça, c'était plus facile pour moi, et de participer à des événements officiels WordPress qui s'appellent maintenant des WordCamp. Et dans toute la France, voire même en Europe, je participe, je découvre qu'est-ce que le CMS WordPress et je décide d'accompagner mes clients avec un budget beaucoup plus léger, 10 fois moins cher que si je le développais moi. Et je deviens experte WordPress. Donc maintenant, on propose au sein de l'agence que ça a évolué. Je suis plus en micro-entreprise, maintenant je suis en SARL, unipersonnel. Et on fait du site WordPress, mais pas que, puisque les réseaux sociaux sont arrivés. Le web, c'est une évolution constante. Donc plein de projets comme tu le disais, et donc on fait aussi de la création de contenu, du web marketing et aussi du contenu vidéo pour nos clients. Donc comme tu le disais, beaucoup de projets, mais comme je suis une passionnée et que je m'adapte en fonction des besoins de la société et surtout des entrepreneurs, voilà, j'en ai créé plein. Ok, très clair. Ça me donne plein de questions à te poser. On va revenir du coup à la base. En fait, j'ai l'impression que souvent les gens ils hésitent entre salariat et freelancing, alors que toi, j'ai l'impression que ça a vraiment été une évidence. Chez l'expertcomptable.com, on parle avec beaucoup d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs. Et c'est vrai qu'une des choses qui revient le plus, c'est un petit peu la peur de l'insécurité. T'as une sécurité dans le salariat qui est très rassurante, que tu n'as pas en tant que freelance. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui t'ait freiné. Ça m'a pas freiné parce que en fait, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir. C'est ça. Il y a l'aspect santé déjà, quand on n'a pas forcément un moment de notre vie où on est en super forme.
bah on n'a pas autant d'énergie pour réfléchir et pour faire le petit vélo dans la tête qui tourne bien chez nous, les femmes surtout. Donc il y avait ça. L'insécurité, bien sûr, mon père m'a dit je vais te mettre à 0, c'est-à-dire tu auras 10 euros en poche, voire même 10 francs, et tu testes. Je sais que je serai là si je serai là si tu as besoin, mais lance-toi comme si tu démarrais de 0, comme ça tu verras vraiment si c'est fait pour toi. Donc tous ces éléments-là, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. L'insécurité et le stress est arrivé après. C'est souvent ça chez moi, c'est-à-dire je me lance et je me dis bon, allez, on se lance, on lance le projet et on voit. Alors certains diraient que c'est de l'ambition, que c'est beau, que c'est chouette, mais effectivement moi des fois ça arrive après. Donc je t'avoue que la première année j'ai facturé 300 euros. Donc heureusement que j'avais fait des petits boulots à côté et puis que mes parents étaient là aussi pour m'aider, parce qu'effectivement maintenant 15 ans après, il y a quand même une facilité d'être salarié et freelance à côté. Oui. Avant on choisissait. On était un peu les parias de la société, les freelances. C'était ceux qui étaient un peu geeks, ceux qui voulaient rien faire, ceux qui avaient des problématiques. C'était vraiment ça. En 15 ans, maintenant, ça a bien évolué et c'est chouette que les entreprises acceptent aussi. J'en vois plein. Dans l'équipe, moi, j'ai une équipe que de freelance. J'ai décidé parce que je veux les rendre libres. Je voulais surtout pas les rattacher, les stresser. Alors, et certains diraient, bah oui, mais ils sont pas salariés, donc ça peut te coûter plus cher. Donc, ça veut dire que s'il est pas dispo demain, tu peux pas le forcer, évidemment. Mais c'était vraiment, moi, ma motivation de dire, j'ai une équipe de freelance qui peuvent aussi faire des projets et je bosse aussi pour certains de leurs projets. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, l'insécurité, non, c'était pas vraiment dans mon parcours. C'était vraiment une évidence. Et si je devais revenir en arrière, je ne changerais rien. Ok. Ce que tu disais, qui faisait un petit peu écho, qui m'a fait un peu écho quand tu parlais de ton parcours, c'est que tu t'es lancé en 2009. Pour la petite anecdote, l'expertcomptable.com, nous, on a été créé en 2009 aussi. Et on a fait un petit peu le même pari que toi, de parier sur le digital. Ce qui, comme tu le disais, à l'époque, n'était pas du tout une valeur sûre. Ça, également, ça t'a pas fait peur de te lancer dans un domaine, encore une fois, hein, je parle d'insécurité, mais c'était un domaine sur lequel, t'as fait un pari quand même en te lançant sur le digital. C'est vrai qu'avec le recul, j'étais un peu insouciante, je pense. Est-ce que pour réussir son projet, il faut pas être un peu insouciant? Moi, je pense qu'il faut une petite dose de folie dans chaque projet. J'aime bien dire, si vous lancez votre projet, faites-le comme si demain était le dernier jour. En gros, c'est pas grave si tu rates, de toute façon on va rebondir, ça va te servir, peut-être que tu vas faire des talks inspirants, peut-être que grâce à l'échec tu vas être repéré par une boîte qui va t'embaucher après, ou au contraire t'as un associé qui va venir pour faire un autre projet. Et c'est vrai que cette rage du passif de mon éducation et de ma santé, je me suis dit, si demain est le dernier jour, oui, je veux tenter, et au pire, je dirais que j'ai raté, et c'est pas grave. C'est à l'image de la création de nos studios de podcast à Grenoble. C'est ok, personne n'y croyait, on le fait, puis on verra bien. En fait, faut pas avoir peur de l'échec, c'est ça? Non, faut pas avoir peur, et il faut se dire, c'est ta passion. Tu vois, c'est à l'image des jeunes génération Z qui se disent, je veux être chanteur, je veux avoir un groupe de musique, je veux aller créer une start-up. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, fais-le. Tu ne sais pas, on n'est pas médium. Et je crois que même certains médiums ne le savent pas. Si tu le tentes pas, en fait, tu le sais pas. Donc, ce grain de folie, cette passion un peu dangereuse, j'ai envie de dire, mais qui finalement fait des beaux projets. Ouais. En fait, pour croire en son faut croire en son projet, même si ça peut paraître un peu fou parfois. Oui. De toute façon, après, je pense qu'aussi, je te rejoins dans le fait que pour arriver à sortir du lot et même à monter un projet un peu original, il faut que ça sorte un peu des codes, quoi. Donc complètement. Après, il faut aimer être indépendant. Et il y en a qui aiment pas être indépendants parce qu'ils aiment bien le vendredi soir terminer, fermer l'ordi ou fermer le cahier, etc. Et il faut être guidé aussi potentiellement. Exactement. Et on fait pas 35 heures au départ. Ça, faut arrêter de dire que on fait 4 heures. Il y en a certains qui arrivent avec des années et que le reste du temps on voyage. Voilà, il faut être responsable, il faut être indépendant, il faut aimer l'indépendance. Mais à l'opposé, effectivement, faut aimer ne pas être dirigé par quelqu'un et il faut se motiver tout seul. Parce qu'il y a des matins où des fois tu vas pas avoir la motivation, c'est pas toujours tout rose, l'entrepreneuriat. Moi, je pense, on va certainement en parler, mais c'est une partie de risque, de passion, parce que la passion, c'est un peu une folie. Et il y a aussi la fibre.
On ne devient pas tous acteurs, on ne devient pas tous entrepreneurs. Et il y a des très bons salariés aussi qui le font très bien, même dans ton équipe, dans votre équipe. Il y a des super éléments aussi qui font ça. Est-ce que tu dirais qu'on est avec la fibre entrepreneuriale ou c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure de l'expérience, de la vie, etc.? C'est une question que pourrait te demander un coach en disant est-ce que on est toujours timide et on pourrait devenir leader, parce que moi j'étais hyper timide quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé aller parler aux gens, mais je m'arrêtais à l'aspect physique, où je ne trouvais pas les mots, où je me disais je viens pas d'une grande école ou d'une grande famille, forcément. Donc j'avais des freins. Et finalement, je pense que si on a envie, si on est passionné, on peut développer la fibre. Mais encore faut-il avoir envie de développer. Par contre, il y a quand même une base des grands leaders, des grands entrepreneurs. Si t'as pas cette envie derrière qui t'anime, c'est toujours envie, d'ailleurs on pourrait dire en-vie, ce qui t'anime, ce qui te fait vivre, ça si tu l'as pas, si t'as pas au moins 1%, je pense pas que tu peux devenir entrepreneur. Mais maintenant, avec le recul, il y a 15 ans je t'aurais dit autre chose, mais maintenant avec tout ce qu'il y a, les formations, les accompagnements, les possibilités, et quand je vois qu'il y a des super émissions qui permettent à des startups, des jeunes startups de développer des projets, faire des levées de fonds, je trouve ça incroyable. Et à l'époque, c'était pas possible. Donc, on a plus de capacité maintenant. Mais oui, il faut avoir cette petite flamme au fond de soi. Et là, tu parlais de ta timidité. C'est un petit peu le sujet là que je te disais que j'avais envie qu'on aborde. C'était comment vraiment croire en son projet. Comment t'as osé te lancer et comment tu as vaincu ta timidité, parce qu'on pourrait se dire quand on est timide, surtout que là comme tu disais, t'es arrivé dans un milieu assez masculin qui était pas super développé, t'avais un projet qui était potentiellement pas bancal mais qui était pas sûr à 100%. Comment t'as pu, avec ta timidité en plus, en handicap entre guillemets en plus, arriver à croire en ton projet et à oser te lancer? Alors, il y a deux questions. Oser me lancer, après on parlera de la timidité. Oser me lancer, j'ai eu la chance que mes parents me disent toujours « vas-y, fais-le ». Ne doute pas. Donc, c'est une capacité. Ça pourrait être ton conjoint, ta conjointe, ton frère, ta sœur, ta grand-mère. J'ai eu ce format familial qui me disait « allez, vas-y, fais-le, t'es jeune, on peut t'accompagner ». Et pas financièrement, c'est vraiment dans la motivation. Ma mère, je me rappelle, à tous les événements, le bac, les grandes épreuves, elle était là, elle dit allez, vas-y, tu vas y arriver. Format familial italien, donc on a un petit peu la niaque, on se dit allez, bon, pourquoi pas nous, ok, on est peut-être des artisans, mais ça peut réussir. Donc oser le faire, je dirais, il y a toujours l'environnement qui va vous accompagner, qui va vous dire, ou ça peut être un super ami qui va dire mais attends, ce projet il est bien, vas-y, tiens, je t'accompagne. Donc je trouve que l'entourage est vachement important. Pour la timidité, c'est en le faisant. Les premières vidéos, par exemple, que je faisais, ou les premiers sites, c'était catastrophique. Je savais pas parler, même à la radio, parce que j'ai démarré très jeune, j'ai fait de la radio italienne, j'avais à peu près 15 ans. C'était ma mère qui m'accompagnait, qui m'a dit, mais attends, tu parles italien, on est italien, tu pourrais quand même parler un peu à la radio italienne. Et je me suis dit, elle est quand même culottée de me dire ça, mais moi je suis bien à faire mon petit sport, je faisais un petit peu de théâtre, mais voilà, j'étais plutôt introvertie. Et je me suis dit, mais attends, ma mère, elle dit ça, c'est quand même ma mère, enfin, surtout pour la femme, tu sais, on a l'image de la mère. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais y aller. Et en fait, en refaisant l'exercice, c'est comme tout, mais toutes les activités, les sportifs vont dire pareil. Là, c'était la radio, la vidéo, c'est pareil. Le chant, ça va être pareil. À force de faire, tu prends confiance. Surtout, ne vous jugez pas trop difficilement, parce que quand on s'écoute, quand on se regarde en vidéo, on se dit, ah non, mais alors là, je suis dégueulasse. Là, j'avais un bouton. Là, j'avais ci. Là, et en fait, on est très difficile envers soi-même. Et moi, j'ai lâché prise. Ce qui m'a aidé beaucoup aussi à vaincre la timidité et me dire, je suis comme ça, il faut que les gens qui me suivent acceptent ou n'acceptent pas. Donc accepter le non et accepter le je ne t'aime pas, parce que ça c'est difficile. On est dans une société de visuel, moins avant, mais maintenant c'est vraiment l'image de soi. Et c'est tout le travail de développement personnel. Alors à travers mes problématiques de santé, mais toutes les rencontres que j'ai eues. Et je dis souvent, à travers mes épisodes de podcast, à travers mes rencontres avec mes clients, je développe chaque jour un peu un épisode de thérapie, j'ai envie de dire, pour questionner, pour absorber l'information. Toi, tu vas me transmettre des informations. Je vais voir ce que tu fais un peu mieux que moi ou à quel niveau je peux avoir appris et donc te transmettre des clés. Et j'ai toujours été en position basse en me disant chaque situation de la vie vont me faire apprendre et me faire évoluer dans la femme chef d'entreprise que j'étais et que maintenant que je suis. Tu parlais de l'entourage et du fait d'être entouré pour monter son projet et pour
pour avancer, j'ai vu que tu avais rejoint un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Bouge ta boîte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que selon toi, ça contribue à ta réussite professionnelle d'avoir intégré un réseau d'entrepreneurs? Alors, maintenant, si vous vous lancez maintenant, le réseau, c'est la base. Réseau physique ou digital. J'irais plus physique que digital parce que les réseaux sociaux donnent un effet un peu FOMO. Cet effet millionnaire LinkedIn, j'ai envie de dire, qui parfois peut être un peu faux. Oui. Le réseau physique, c'est important parce que on est fait pour vivre tous ensemble. Alors avec 2, 10 personnes, etc., peu importe. Mais on est fait pour partager. Moi, j'aurais adoré avoir des réseaux comme aujourd'hui, donc Bouge ta boîte, mais il y en a plein d'autres aussi que j'ai découvert dans mon parcours. J'aurais adoré parce que j'ai découvert Bouge ta boîte en 2010, donc ça faisait 9 ans. J'étais seule à errer et c'était difficile. Au début, pour aller démarcher, je faisais des faux sites. J'allais toquer chez le boulanger, chez le boucher, chez le fleuri, chez le coiffeur et je leur disais, voilà, je vous ai fait votre site, c'est gratuit. En fait, voilà, j'ai juste à vous le vendre. Est-ce que vous voulez? Et en fait, ils voyaient le modèle et ils achetaient. C'était pas très cher. Les sites, j'ai vendu à 300 €. Alors, ça fera grincer les dents à des experts web qui nous écouteront. Évidemment, maintenant, c'est bien 5 fois, voire 10 fois plus cher. Mais c'est ça que je faisais à l'époque. Et en fait, les réseaux, je les ai connus tardivement. En tout cas, Bouge ta boîte, j'ai découvert récemment le Chinese Business Club qui est à Paris, Potentiel de femmes aussi, qui est un réseau féminin. Il y en a d'autres à Grenoble qui sont aussi très connus comme le Business Mind. Il y en a plein. Il y a les BNI aussi. Moi, c'est un format qui me convient pas parce que il faut se lever très tôt ou alors des fois il faut aller toutes les semaines. Et comme mes clients sont dans toute la France voire en Europe, je me déplace très souvent. Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez rapidement propulser et avoir des clients, ces réseaux sont juste incroyables. Donc à l'époque, j'en avais pas. J'aurais aimé. Et effectivement, allez dans des réseaux, faites-vous connaître, parlez. C'est comme les pitchs. Tout à l'heure, tu me parlais d'être timide et de savoir s'exprimer. En fait, le pitch, au début, on sait pas le faire. On sait pas bien se présenter. On sait pas se mettre en valeur. On sait pas les codes aussi vestimentaires. Mais à force d'y aller, de répéter, de voir des gens, de se confronter à un public qui est large, ça peut être des personnes de votre âge, une vingtaine d'années, ça peut être des personnes de 50 ans, ça peut être des gens qui ont fait des millions, des levées de fonds, etc. Confrontez-vous à un public différent. Et nourrissez-vous aussi de ces gens-là. Ouais. Bien sûr. Donc, Bouge ta boîte a été vraiment le réseau, mon réseau chouchou dès le départ. En tout cas 9 ans après, mais dès le départ en 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a un format national. Et moi, étant nomade, digital nomade, en fait, c'était une évidence parce que j'avais mon cercle, mon groupe en région, à Grenoble. Mais en fait, quand je vais à Paris, et encore maintenant, en fait, je les rencontre et en fait, on se connaît et on a l'impression avec l'application de pouvoir toutes participer et de trouver des clients de partout. Alors évidemment, certains diront, moi je suis en cabinet à Lyon ou à Marseille, ça m'intéresse pas forcément. Oui, mais ouvrez-vous. Le digital, on sait depuis la crise sanitaire que c'est juste une évidence. On ne peut plus vivre sans le numérique. Nous, chez l'expertcomptable.com, à la fin de l'année dernière, on a lancé la communauté de clients. Et ça prend un peu du temps à se mettre en place, etc. On voit que c'est quand même quelque chose qui tient à cœur des entrepreneurs parce que tu vois, quand on l'a lancé, on a eu beaucoup de personnes qui se sont vraiment impliquées directement en disant « Ah, mais c'est génial de pouvoir se rencontrer ». Et après, on a fait des événements en physique. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de venir à un de nos événements, mais c'est vraiment... on le sent en fait que au-delà du digital, tu as la praticité du digital avec, par exemple, nous, notre accompagnement comptable, mais tu as quand même une dimension autre quand tu rencontres les gens et que tu échanges en vrai. Donc, c'est vrai que je te rejoins sur ça. Complètement. Et ces mois d'enfermement, j'ai envie de dire, chez nous, avec la crise sanitaire, on fait prendre conscience aux gens que on avait une richesse de pouvoir se rencontrer. C'est vrai. C'est bien, c'est pratique. C'est mon activité principale. Donc, évidemment, le web, je veux pas te dire que c'est pas bien. C'est bien, mais il faut savoir le maîtriser. Puis, on n'a pas à opposer web et, digital et humain. Exactement. C'est exactement ça. C'est complètement. Et d'ailleurs, en 2018, moi, ça a été ma découverte de Time et de l'expert comptable. Et vous m'accompagnez du coup depuis, bientôt 6 ans. Et moi, j'ai été ravie parce que dans ma manière de travailler, tout est en ligne. Et de pouvoir avoir cette souplesse, certains diront « Ah oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un physique. » Alors oui, on peut se rencontrer une fois par an, pas de souci. Mais le fait que ça soit tout en ligne et que je ne perds pas du temps et que les experts comptables ne perdent pas du temps aussi à faire des réunionites aiguës, en fait, ça, c'est hyper pratique et l'application a été juste une évidence. Encore une fois, moi, ça me convient. Peut-être qu'il y a d'autres corps de métier, non. Mais je trouve que ça a été... Moi, 2018 a été une belle révolution là-dessus et j'aurais aimé avoir ces outils beaucoup plus tôt. Eh ben, c'est sûr. En parlant de ton profil, de ton parcours,
je me suis rendu compte que tu avais eu plusieurs projets au fur et à mesure que tu as développé ton activité. Moi, c'est toujours quelque chose que j'admire, c'est parce qu'au final, ton cœur de métier, c'est d'accompagner tes clients dans leur stratégie web à la base. Et au final, quand on regarde ton parcours, on voit qu'il y a plein de petits éléments qui se sont ajoutés. Comment tu fais pour arriver à te lancer dans des nouveaux projets sans délaisser ton cœur de métier de base qui est d'ailleurs, je pense, qui te permet de vivre? Donc, comment est-ce que tu arrives à évoluer, à te mettre dans des nouveaux projets sans délaisser l'existant? Ça demande une bonne organisation. Ça demande à faire le point sur soi-même aussi, sur ce qui nous motive. Depuis 15 ans, je n'ai jamais été lassée du web. Il y en a plein qui me disent « mais tu vas en avoir marre au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 15 ans ». Et en fait, chaque jour, déjà, j'ai des clients différents. Je fais des choses différentes. Aujourd'hui, on est là. Demain, je vois des clients pour la stratégie. Et le web, en fin de compte, permet de faire plein d'activités. Donc, il y avait les sites web, parce que de toute façon, il y avait que les sites web à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux sont arrivés. Donc, on a développé la stratégie pour nos clients, sites et réseaux sociaux. Maintenant, on est dans l'ère des contenus vidéo. Moi, je faisais beaucoup de vidéos déjà avant, des podcasts, il y a plus de 15 ans, 20 ans. Donc, tout ça, c'est greffé pour moi une logique de communication. Bien sûr que mon activité principale, ça va être la stratégie web, mais tous ces outils-là, mais j'ai des clients qui n'ont pas de site, mais qui ont de la stratégie réseaux sociaux. Oui. Donc, en fait, je les accompagne là-dessus. Et certains me disent, ah, mais t'es community manager. Bah non, en fait, c'est juste des outils différents, mais la visibilité sur le web reste le tronc commun dans mon activité. J'ai un podcast qui ne fait pas vivre, mais qui me permet de rencontrer, d'inspirer et aussi d'être inspiré par des gens passionnants. Ce sont mes clients ou pas forcément mes clients que je mets en avant. Ça me permet de nourrir ma passion de l'interview. Ça, c'est petite. J'avais dit, je voudrais faire des interviews avec Élise Lucet, tu vois, la gamine. D'ailleurs, si elle nous écoute, j'envoie toujours l'invitation. Avant mes 90 ans, c'est prévu. Mais tout ça m'anime, en fait, ce tronc commun d'être communicante fait que j'adore accompagner mes clients pour transmettre leur image sur le web, que ce soit le site web, les réseaux sociaux, la newsletter, les vidéos. En fin de compte, je les aide à vraiment tisser leur histoire digitale, comme je le dis si bien. Mais c'est pas facile de tout gérer. J'ai la chance d'avoir une équipe de freelance. On est 5 maintenant et c'est chouette parce que tu peux déléguer des choses. C'est drôle parce que tu dis j'ai la chance, mais au final c'est pas vraiment de la chance, c'est quelque chose que toi t'as créé. Oui, mais trouver les bons profils et aussi, tu sais, c'est en fait, moi je dis tout est relation. Il y a un client que j'ai dit ça derrière moi, il a été un peu choqué sur le coup. Je lui ai dit vous m'avez choisi, mais moi je vous choisis aussi. Alors maintenant j'ai 15 ans donc je peux me permettre de dire non, mais c'est surtout que si je ne sens pas le feeling ou le client ne sent pas le feeling parce que je suis pas la bonne personne, parce que je suis une femme, parce que je suis pas un homme, parce que je suis pas assez jeune, parce que je suis trop jeune. Et en fait on se choisit. C'est comme ton médecin, ton thérapeute, ton coach sportif, tu vas le choisir sur des choses qui vont vibrer. Et en fait, c'est ça aussi. C'est on se choisit et en fait, on va s'aimer un bout de chemin pour aller réaliser un projet. Et j'ai des clients qui sont là historiquement depuis plus de 10 ans et on accompagne, on refait un site, on fait plus des vidéos. On va les modifier. Il a créé un cabinet. Ah bah c'est chouette. On va intégrer notre équipe, donc on va densifier le site. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier, c'est que en fait il y a toujours du renouveau et j'ai pas l'impression de m'ennuyer. Et en fait les besoins arrivent, comme le studio de podcast. En fait c'est des demandes de clients qui nous ont dit bah en fait on a des besoins en vidéo dans un cadre professionnel. Donc je me suis dit j'ai toujours fait de la vidéo, j'ai toujours fait des podcasts, on fait de la stratégie, on utilise la vidéo dans la stratégie de nos clients. Et là dans le monde du web. Tu vois, genre, tu décris les évolutions comme des opportunités. Oui. Est-ce que parfois tu peux aussi les voir un petit peu comme des menaces? Est-ce que t'as pas peur, un jour d'être un peu dépassé par l'évolution du web constante? Là, on voit avec les IA qui arrivent, etc. Parce qu'au final, là, depuis 2009, c'est ce que tu disais là, il faut sans cesse. Alors, vraiment, j'aime bien la manière dont tu l'approches parce que ça a l'air vraiment d'être que des opportunités pour toi. Mais tu vois, par exemple, l'arrivée des réseaux sociaux, ça aurait carrément pu te brider et si tu t'étais pas adapté, etc. Est-ce que c'est pas parfois, déjà, de un, épuisant de devoir toujours s'adapter et de deux, est-ce que t'as pas peur qu'un jour de lâcher le truc et tu vois, genre d'être dépassé? Alors le côté épuisant, je le vis pas. Une cliente astrologue me dirait mais tu es dans un signe du Gémeaux donc t'aimes bien la mutation. Non, j'aime bien quand il y a du mouvement. Justement, j'ai l'impression de ne pas mourir, tu vois, vraiment au sens entre guillemets évidemment. J'aime bien ce mouvement. Bien sûr, ça peut être épuisant.
le web, les réseaux sociaux peuvent être toxiques, évidemment. Donc déconnectez-vous, prenez du temps, ne mangez pas du temps réseaux sociaux sur votre famille ou sur votre bien-être, ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses, l'alimentation. Mais évidemment que moi j'aime bien ça. Tu vois, l'IA qui arrive, alors elle est là depuis des années, mais qui arrive vraiment là depuis 1 an, j'ai vraiment la même impression que quand les réseaux sociaux sont arrivés. Moi, je dirais, c'est pas la même stratégie. Un site web, c'est votre maison, en fait. C'est toi, t'es propriétaire. Alors, évidemment, tu réserves ton domaine et ton hébergement, mais c'est toi qui mets ce que tu veux sur ton site web. Les réseaux sociaux, c'est complémentaire pour moi. L'IA va être complémentaire, mais ne va pas remplacer. Donc, bien sûr, t'as toujours un petit effet de stress quand ça arrive, parce que tu dis comment ça va être perçu. Mais on voit bien, Facebook était vraiment le big réseau social, c'était génial. Finalement, maintenant, c'est plus LinkedIn, ça va être plus Insta ou TikTok. En fait, ça va bouger. Et ces réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Votre site vous appartient. La com que vous faites vous appartient. Mais c'est juste que c'est des canaux, des vecteurs différents qui vont vous aider à communiquer. L'IA, sur le coup, oui, je me suis dit, ça va être stressant. On a des rédacteurs de contenu qui se sont dit, ah mais qu'est-ce qui va se passer ? L'IA va nous aider, nous alléger du quotidien. J'ai plusieurs exemples. Les sous-titrages de vidéos, en fait, il y a aucune valeur ajoutée, nous humains. On a quand même plus d'intelligence qu'un robot de faire des tâches rébarbatives. Donc allégeons ça, mais construisez autre chose, une valeur autre. Ça va être aussi, nous on a un annuaire une cliente qui une grosse fondation de la femme, notamment des femmes défavorisées en Afrique, et on avait 1500 références de centres, dépistage, etc. À rentrer. En fait, la cliente, je lui dis, bon, il nous faut 3 jours, en fait, temps humain. On a demandé à ChatGPT de nous créer une application pour le rentrer. Finalement, on a gagné 3 fois plus de temps. Et en fait, il y a aucune valeur. Et du coup, ce temps crédit pour notre client, on a développé plus de la stratégie réseaux sociaux, on a développé autre chose. Donc, en fait, j'ai bien sûr le stress, je suis humaine comme tout le monde, mais j'essaie de me dire, attends, je pose les choses, j'en parle aussi à mon équipe, et qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, tiens, il y a peut-être ça qu'on pourra pas accompagner, facturer ou manger avec ça, j'ai envie de dire, bah, qu'est-ce que nous, on a valeur. Et en fait, l'humain, pour l'instant, l'IA, en tout cas, ne remplace pas nos émotions, notre valeur ajoutée. C'est comme dans la concurrence. En fait, t'as beau avoir plein de concurrents. Moi, j'ai plein d'amis qui font la même chose que moi. Mais en fait, déjà, c'est un homme, donc je suis une femme. On n'a pas la même expérience. Moi, j'ai des clients qui viennent parce que, comme ils sont naturaux, sophrologues, médecins, chirurgiens, ils aiment bien parce que je connais la santé, je me suis intéressée à la santé de par mon parcours. Ou alors parce que j'aime bien faire des vidéos, donc ils viennent parce que j'ai une facette 360 sur ça. Donc, tu auras toujours le prestataire qui te conviendra au final. En fait, j'ai l'impression là dans ce que tu dis, c'est que la nouveauté et les évolutions, faut un peu les embrasser plutôt que de faire l'autruche et de se dire ah non mais ça va, l'IA ça va passer et complètement. Tu vois, par exemple, on prend l'exemple de Time où vous l'expert comptable, il y en a qui voient ça comme ah mais des experts comptables vont mourir. Ah non, c'est juste un outil, c'est une manière de réinventer. Pourquoi toi tu proposerais pas une manière, puisque de toute façon la vie évolue, on voit bien. J'en ai parlé à ma collaboratrice avocate en RGPD et je lui ai dit mais fais une plateforme où les gens vont pouvoir générer leur contrat en ligne. Ah ouais, c'est une super idée, il y a quelques années déjà. Et je trouve que de prendre le contre-pied et de dire qu'est-ce que la société veut maintenant, et finalement je fais toujours mon cœur de métier, mais j'utilise un autre canal, un autre vecteur, bah, je pense que c'est une bonne approche pour pas trop stresser, parce qu'on est déjà dans une vie assez stressante. Oui, non, c'est sûr. Et par rapport au fait de croire en ton projet et d'oser te lancer, là, tu vois, tu disais par exemple de s'adapter à l'IA, etc. Est-ce que il y a pas, en fait, je pose une question, mais je pense que je connais la réponse par rapport à ton parcours, la place de la formation dans ton évolution professionnelle pour asseoir ton expertise. J'ai l'impression que ça a quand même été quelque chose de très important. Alors, moi, recevoir de la formation ou donner des formations? Les deux, en fait. J'ai l'impression que tu as eu un peu les deux où j'ai vu dans ton, je me suis un petit peu renseignée sur toi et j'ai vu que tu t'étais beaucoup formée, mais aussi que du coup, derrière ou en parallèle, tu proposais de former tes clients aux outils. Exactement. Je trouve que la formation, en fait, ça va être comme un sportif, ça va être comme un thérapeute, ça va être comme un coach. Il faut se faire accompagner et il faut se reformer, c'est-à-dire se réactualiser ou se faire accompagner. Évidemment, si tu te proposes des nouvelles approches à tes clients, soit tu as testé l'expérience et tu as une certaine expérience pour pouvoir t'asseoir dessus et dire je suis légitime, soit tu te formes. Ça va être les réseaux sociaux, LinkedIn, ça va être les nouvelles plateformes, ça va être la vidéo. Je trouve que c'est intéressant de trouver la formation qui nous correspond pour justement se mettre à niveau. Alors,
dans l'autre côté, j'accompagne mes clients dans ce qu'ils ont besoin. J'aime bien la formation parce que c'est un autre rythme. C'est plus de la production, on est plus derrière l'écran, on est avec eux. Alors ça peut être en visio aussi, mais je trouve que c'est intéressant de toujours se dire est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai assez de bagages que j'ai dans l'expérience ou dans l'apprentissage pour pouvoir accompagner correctement mon client, parce que le web évolue constamment. Mais rien que ça, c'est un travail, je pense, d'arriver à être objectif sur ta capacité à, ton expertise sur un sujet. Oui. Parce que bon, on parlait de confiance un peu en soi, timidité, etc. Faut pas se dévaloriser et se former pour rien, alors que tu as déjà, entre guillemets, les compétences, et identifier aussi comment tu peux optimiser ton expertise. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un rapport avec l'ego, etc. Oui, il faut savoir aussi se dire que peut-être je n'ai pas assez les connaissances, peut-être que j'ai l'âge qui avance, donc des jeunes générations peuvent m'apprendre plus parce qu'ils sont dedans, ou au contraire, je peux leur apprendre. J'ai des étudiants en école où je leur montre, eux, ils sont nés dans les réseaux sociaux, et je leur dis, les réseaux sociaux, c'est pas forcément comme du perso quand vous faites des super chorégraphies, etc. Il y a une stratégie pro derrière. Donc ça, ils l'ont pas forcément en tête. Donc du coup, mon expertise approche ça. Et certains, plus jeunes, d'une génération, 2 générations derrière moi, me disent, moi je maîtrise ça. Tiens, je vous montre, ça peut être facilement fait. Et je trouve que c'est chouette de partager. Carrément. Écoute, Déborah, je crois que j'ai abordé un petit peu tous les points que je voulais par rapport à ton parcours. C'était très intéressant, vraiment, et je te trouve très inspirante pour les entrepreneurs qui vont nous écouter. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de passionné comme toi dans ce café, et je te félicite pour ta réussite. Merci, ça fait plaisir, et merci d'être venu vers moi, parce que c'est rare que je fais beaucoup d'épisodes de podcast, mais en général j'en donne peu dans l'autre sens. Mais en même temps, vraiment ton parcours est hyper inspirant, comme je disais. Même il y avait un petit peu la petite anecdote de 2009 là où je me suis dit vraiment elle a cru au digital en même temps que nous, et puis de voir vraiment ton évolution. Je pense que tes conseils vont pouvoir motiver pas mal d'entrepreneurs. D'ailleurs, ça me fait penser une dernière petite question. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui a une idée mais qu'ose pas trop se lancer. Moi, je dirais de le tester, parce que personne d'autre que toi-même sait s'il va fonctionner, en fait. Donc, teste, lance. Alors, il faut être un peu patient. C'est pas parce que tu lances un projet qu'une semaine après, tu vas en vivre ou que tu vas trouver les partenaires de folie. Faut être persévérant. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas en 5 minutes. Mais tente-le. Et tente-le comme si il te restait qu'une semaine à vivre. Tu vois, c'est quand tu as cette information, tu te dis... c'est fou. Ça change tout, en fait. Ça résonne vraiment. Ça change tout. Quand je vois, j'ai vu une personne que je connais dans le réseau sur Instagram qui a eu un cancer, il a 25 ans. Je me dis, ok, ça se guérit très bien. Heureusement, on a des super chercheurs, on a un pôle scientifique qui est extraordinaire, donc on en guérit. Mais tout change. Et quand tu as vécu ça, je pense à Caroline Receveur aussi, qui est interviewée dernièrement chez Quelle Époque, avec Léa Salamé, et je me dis, oui, en fait, ta vie change. Donc, n'attends pas qu'il se passe quelque chose pour dire, finalement, j'aurais voulu, j'ai 40 ans, tu sais, on a des fois des bouleversements à 30, 40, 50 ans, que ça soit ta vie perso ou pro, mais n'attends pas pour le faire, en fait, tente-le. Et puis, au pire, tu verras, il y a des aides, tu peux rechanger, tu peux passer freelance à salarié, salarié à freelance. Donc, fais-le, et puis tu feras le bilan et le constat toi-même. Super. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Plaisir.